Bonjour à tous et bienvenue à ce 16e point presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je vais commencer par vous présenter les points forts des agendas du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, et celui de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée aux anciens combattants et de la mémoire auprès de M. Lecornu. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère des Armées avant de donner la parole à l'ingénieur général de l'armement Patrick Aufort, directeur de l'Agence de l'innovation, l'AID. Il vous présentera l'agence et ses missions à l'occasion du salon Vivatech, qui est un événement annuel qui est consacré à l'innovation technologique. Ce salon se déroule du 14 au 17 juin à Paris et accueillera plusieurs entités du ministère des Armées. J'y reviendrai tout à l'heure dans le focus thématique du jour. Le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, fera ensuite le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Je commence par l'agenda du ministre des Armées. Sébastien Lecornu était dans le Calvados ce mardi 6 juin pour célébrer le 79e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Il a présidé à cette occasion la cérémonie de tradition des fusiliers marins et commandos de marine sur la plage de Colville. Il a également assisté à l'inauguration du musée du débarquement d'Arromanches-les-Bains, site majeur de la bataille de Normandie. Après des échanges avec ses homologues britanniques Ben Wallace et américain Lloyd Austin, il a assisté à la commémoration au mémorial britannique de Vers-sur-Mer. Hier, mercredi 7 juin, Sébastien Lecornu a assisté au vote solennel sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024-2030. L'Assemblée nationale a voté le texte avec 408 voix pour, 87 contre. Ce jeudi matin, le ministre est sur la base aérienne 721 de Rochefort-Saint-Aignan en Charente-Maritime. Il préside la cérémonie de baptême de la promotion 2022 des sous-officiers. Cette cérémonie qui clôture l'année rassemble près de 900 élèves. Notez que l'école de formation des sous-officiers de la base aérienne 721 assure 100% de la formation militaire initiale des aviateurs et 65% des formations techniques. Tous les mécaniciens aéronautiques de toutes les armées y sont aussi formés. Sébastien Lecornu s'entretiendra ce vendredi avec son homologue de la République arabe d'Égypte, le général Mohamed Zaki, puis il se rendra à Aigoville, dans l'Eure, pour la cérémonie des tirailleurs sénégalais morts en 1940. Enfin, samedi 10 juin, le ministre assistera dans le Calvados à la commémoration de la mort du sous-lieutenant Daniel Rousseau, jeune résistant fusillé le 8 juin 1944 à l'âge de 21 ans. Je poursuis avec l'agenda de la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre des Armées. Patricia Miralles présidera la cérémonie du 8 juin, ce jeudi après-midi, au mémorial des guerres en Indochine à Fréjus, dans le Var. Ce mémorial, inauguré par François Mitterrand en 1986, perpétue le souvenir des soldats morts pour la France en Indochine entre 1946 et 1954. Sachez qu'une retransmission en direct de la cérémonie est prévue sur les réseaux sociaux du ministère des Armées. Et la secrétaire d'État échangera également avec les associations de harkis du Var en marge de la cérémonie. Patricia Miralles se rendra vendredi 9 juin à Montpellier pour participer à un colloque sur blessés des armées françaises. Et ce samedi, elle sera en Haute-Vienne pour la cérémonie anniversaire du massacre du 10 juin 1944 d'Oradour-sur-Glane. Je vous rappelle qu'il s'agit du plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes. J'en viens au point sur les actualités du ministère avec quelques événements qui auront lieu dans les semaines à venir. Côté armée de terre d'abord, c'est une année importante pour l'École nationale de sous-officiers d'active, l'ENSOA, qui fête ses 60 ans. À cette occasion, l'école organise des journées portes ouvertes les 16, 17 et 18 juin. Il sera possible de découvrir des matériels en exposition, comme le nouveau véhicule blindé Griffon, et vous pourrez aussi assister à des démonstrations, comme par exemple les savoir-faire en infiltration des commandants parachutistes de la 11e brigade parachutiste. Il y aura également au programme de nombreuses festivités, un gala de rugby caritatif, une course d'obstacles ou encore un concert rock. Sachez que l'ENSOA, créée en 1963, est la maison mère des sous-officiers de l'armée de terre. Elle forme tous les officiers d'active et de réserve dont l'armée de terre a besoin, quelle que soit leur spécialité.
Ce corps des sous-officiers est composé de plus de 40 000 hommes et femmes, et il est considéré comme la colonne vertébrale de l'armée de terre. Notez que vous pourrez voir défiler 220 militaires de l'école le 14 juillet à Paris, dont le général commandant l'ENSOA, Alain Didier. Concernant les journées portes ouvertes, je vous invite à vous rapprocher des équipes du CIRPATER pour plus d'informations. Je vais maintenant évoquer une actualité qui concerne 2 unités rattachées à la communauté armée de terre. C'est une première. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les formations militaires de la sécurité civile organisent pour la première fois une préparation militaire d'initiation à la défense nationale commune à partir de l'été 2023. Cette préparation militaire spécialisée, intitulée « Génie sécurité », permettra de sensibiliser une vingtaine de stagiaires de 16 à 25 ans au métier de la sécurité civile et du secours. Elle contribuera aussi au rayonnement des formations militaires ainsi qu'au recrutement des sapeurs-sauveteurs ou de sapeurs-pompiers de Paris. Les formations militaires de la sécurité civile sont, pour information, des unités de l'armée de terre qui appartiennent à l'arme du génie. Elles peuvent agir dans l'urgence, comme par exemple dans la campagne de lutte estivale contre les feux de forêt, en renfort des sapeurs-pompiers. Elles maintiennent en alerte permanente des détachements spécialisés et autonomes prêts à intervenir sur toutes les catastrophes naturelles ou technologiques en France comme à l'étranger. Elles sont notamment intervenues cette année en février dans le cadre du soutien international mis en place après l'important séisme en Turquie. Place maintenant à une actualité concernant l'armée de l'air et de l'espace qui organise un entraînement de référence en matière de transport tactique européen. Cet entraînement, European Airlift Programme Course, a lieu sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brécy du 5 au 16 juin. Cet exercice permet de former les équipages français et européens au vol tactique sur plusieurs types d'avions et favorise le partage d'expériences. Durant ces manœuvres, 6 équipages seront évalués lors de 8 missions dans le nord-ouest et le centre de la France. 6 avions de transport de 4 nationalités, français, allemands, belges et espagnols, seront déployés pour une 50aine de missions tactiques. Les avions de transport A400M C-130J, CN-235 et C-295 seront appuyés au cours de l'exercice par des avions de chasse Alpha Jet, Rafale et Mirage 2000. Ils seront également appuyés par des commandants de l'armée de l'air et de l'espace, de l'armée de terre et de la marine nationale. Sachez qu'une journée dédiée à la presse est organisée à cette occasion, vendredi 16 juin, sur la base aérienne 123. Vous pouvez vous rapprocher du CIRPA Air et Espace pour plus d'informations ou pour vous accréditer. Avant de passer au focus thématique, avez-vous des questions ? Oui. Oui, bonjour, Daphné Benoît de l'AFP. J'ai une petite question sur l'agenda de Madame Miralles, sur cette commémoration des morts en Indochine. De mémoire, le ministère avait annoncé que des recherches étaient entreprises à Dien Bien Phu pour retrouver des corps de soldats tombés pendant cette bataille, et que le projet était de les rapatrier en France et de les inhumer lors de cette cérémonie, enfin à cette date en fait, me semble-t-il. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou où on en est sur ce dossier ? Le dossier va d'abord être partagé entre le SHD. Pardon, ce dossier est partagé entre les SHD et les armées pour l'identification. Il prend énormément de temps. Il a aussi des implications avec le Quai d'Orsay. Donc pour le moment, nous ne sommes pas encore au stade où des cérémonies pourraient avoir lieu cette année. C'est bien prévu de se rapatrier sur cet endroit. Oui, merci. Modulo le choix des familles. Est-ce que nous avons d'autres questions en salle ou en audio ? Bonjour, je suis désolé, c'est la première fois que je suis là, donc je ne suis pas certain. Moi, ma question, c'était par rapport à une déclaration de Monsieur le ministre Sébastien Lecornu devant le Sénat mardi, mais donc c'est plus tard Oui. Plus tard. Maintenant ? D'accord, merci. Devant le Sénat, Monsieur le ministre Sébastien Lecornu a reconnu un retard pris, notamment dans les drones,
peut-on parler d'une trop grande dépendance aux États-Unis, par exemple dans le Sahel, sur la question des drones? Bonjour, merci pour votre question. Je suis le colonel Malin, porte-parole de l'armée de l'air. Ce qui concerne les drones, en fait, il y a une véritable ambition au niveau de la LPM, qui est d'investir en fait 5 milliards. Pour l'armée de l'air, concrètement, aujourd'hui, on utilise principalement des drones de moyenne altitude, longue endurance, qui sont des Reaper américains. L'ambition, c'est à terme, en 2030, en fait, d'être équipé par 6 systèmes Euromal, donc Eurodrone, qui seront d'un consortium européen. Avez-vous d'autres questions en audio? Je vous propose de passer maintenant au focus thématique dédié cette semaine à l'innovation de défense. Le ministère des Armées renouvelle cette année sa présence au salon Vivatech qui se déroulera à Porte de Versailles à Paris du 14 au 17 juin. Comme vous le savez, l'innovation est au cœur de la stratégie de défense du ministère des Armées. Elle est également au cœur des ambitions du projet de loi de programmation militaire 2024-2030. 10 milliards d'euros lui seront consacrés sur la période. Cela permettra de consolider notre supériorité technologique et de garantir la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité, l'espace, les fonds marins, le champ informationnel ou encore le cyber. L'innovation au sein du ministère met en œuvre une politique audacieuse et ouverte sur le monde civil. Elle s'inscrit sur le temps court pour tirer parti des innovations issues du domaine civil ou remontant du terrain via les agents du ministère et sur le temps long pour préparer les futurs systèmes d'armes. Le salon Vivatech est ainsi l'occasion de rencontrer de nouveaux partenaires et de présenter quelques-uns de nos projets les plus innovants. C'est aussi l'opportunité d'attirer des candidats au métier de l'innovation de défense. Un stand de 126 mètres carrés accueillera une zone dédiée aux projets innovants du ministère dans les domaines de la cybersécurité, des drones ou encore de la santé. Et une deuxième zone sera dédiée au recrutement. Vous pourrez également retrouver sur le stand le secrétaire général de l'administration, la direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication, la direction du renseignement militaire, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, le commandement de la cyberdéfense, la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, la délégation interarmée aux réserves, la direction générale de l'armement et enfin l'agence de l'innovation de défense, représentée aujourd'hui par son directeur, l'ingénieur général de l'armement, Patrick Aufort, à mes côtés. Il va vous présenter ses missions, les enjeux de l'innovation de défense ainsi que les derniers projets développés par l'AID présentés au salon. Monsieur l'ingénieur général de l'armement, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être devant vous pour évoquer donc l'innovation de défense. Et donc, parler de l'innovation de défense, c'est parler, bien sûr, de l'Agence de l'innovation de défense qui avait été créée en septembre 2018 pour accompagner la volonté qui était inscrite dès la revue de défense et de sécurité nationale 2017, la volonté d'avoir un soutien fort à l'innovation et d'en faire une condition nécessaire au maintien de la supériorité opérationnelle de nos forces. Donc, l'Agence de l'innovation de défense, si on peut passer à la première diapositive, merci. s'est vu assigner 3 missions principales. La première, c'est d'orienter et piloter l'innovation de défense. Ça veut dire être capable de fixer les axes d'efforts majeurs, à la fois pour préparer, comme ça a été dit, les futures capacités de nos programmes d'armement, soutenir également les technologies émergentes porteuses de ruptures potentielles, c'est-à-dire préparer le temps long. L'agence doit également piloter nos dispositifs de soutien. Par dispositif de soutien, ça peut être à la fois de l'humain, c'est-à-dire de la mise en relation pour apporter de l'expertise, pour mettre en relation avec des utilisateurs, pour travailler sur les cas d'usage, et puis bien sûr des dispositifs financiers, de la subvention, du marché public et même de la prise de capital, donc de l'investissement, puisque nous avons créé en 2021 un fonds d'investissement, le Fonds Innovation Défense. La deuxième grande mission de l'agence est de détecter, expérimenter et capter des solutions qui auront émergé dans un champ hors défense pour trouver des usages militaires et donc les ramener vers le champ défense. Très clairement, il s'agit, en plus des dispositifs que j'ai décrits de préparation du temps long, de tirer bénéfice
du volume financier énorme de recherche et développement dans le monde privé et de l'écosystème foisonnant d'idées des startups qui proposent des solutions que nous devons voir à la fois comme des opportunités potentielles pour nos utilisateurs, mais également comme des menaces potentielles auxquelles il faut se préparer. Donc notre mission dans ce domaine, c'est bien de faire une veille, détecter ces solutions, être capable d'imaginer les utilisations et donc d'en faire le complément de développement pour une utilisation au sein de nos entités. Et puis notre dernière mission, c'est d'accélérer et de faire en sorte qu'une innovation ne reste pas un prototype. Ça s'appelle le passage à l'échelle, c'est-à-dire accompagner l'innovation jusqu'au bout, jusqu'à l'achat, l'intégration à des systèmes pour que ça devienne un équipement dans les mains de nos utilisateurs finaux. Je l'ai dit, l'innovation a été un axe fort de la loi de programmation militaire actuelle. C'était un des 4 axes prioritaires de la loi de programmation militaire actuelle. Ça s'est accompagné d'une augmentation du niveau de ressources, puisque nous sommes passés d'un niveau annuel de 730 millions d'euros consacrés à l'innovation sur la loi de programmation militaire précédente à un niveau de 1 milliard d'euros en moyenne de ressources sur la loi de programmation militaire actuelle. Le milliard d'euros a été franchi l'an dernier, et donc nous poursuivons. Et l'ambition, comme l'a dit Madame la Directrice, continue dans le projet de loi de programmation militaire en cours d'examen au Parlement, avec cette enveloppe de 10 milliards d'euros pour soutenir les études amont, nos opérateurs nationaux de recherche et nos écoles sous tutelle. Donc maintenant, je vais faire un focus sur ce qui nous amène clairement à Vivatech, et qui est la deuxième mission. Le lien avec les solutions issues du monde civil, ce qu'on appelle en fait l'innovation ouverte, être capable d'aller détecter des solutions et les ramener pour nos propres usages. Alors, il y a plusieurs milliers de start-up en France. On a largement dépassé le chiffre des 10 000. Il est bien sûr évident qu'il est impossible pour nous de veiller 10 000 start-up. Il faut donc qu'on ait une méthode de travail pour être capable d'aller détecter les solutions qu'on cherche. Nous avons mis pour cela en œuvre une méthode en 2 cycles. Tout d'abord, un cycle de veille. Nous allons à la rencontre des entités, état-major, direction, services du ministère, pour détecter leurs besoins, leurs irritants, les besoins mal satisfaits, voire pas satisfaits du tout. Sur cette base, nous définissons des thèmes prioritaires de recherche, et donc nous allons à la rencontre d'acteurs porteurs de solutions potentielles, dans des salons, par des rencontres directes. Nous produisons ensuite de l'information, sous forme de notes de tendance, sous la forme d'un bulletin d'innovation ouverte, que nous rediffusons aux acteurs internes du ministère, dans le but de trouver les zones de rencontre entre leurs besoins mal satisfaits, leurs irritants et les solutions potentielles. Et quand une zone de rencontre est identifiée, nous passons dans le deuxième cycle, qui est un cycle de projet. Nous menons des projets de différentes maturités, maquettes, prototypes, démonstrateurs, selon qu'on veut aller vérifier un concept, une fonctionnalité, un ensemble de fonctionnalités. Donc c'est bien ça la méthode de travail en innovation ouverte. Et la diapositive suivante va vous présenter les 9 thématiques priorisées sur lesquelles nous cherchons des solutions. Ces thématiques, on peut les trouver sur le site de l'agence. On peut les trouver également dans le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense qui est mis à la disposition du grand public. Donc vous les voyez, elles sont devant vous, vecteur autonome, supériorité informationnelle, c'est-à-dire beaucoup de traitement de l'information, l'humain augmenté, en fait on devrait même dire renforcé, parce que vous connaissez la stratégie du ministère qui est de dire on ne fera jamais d'invasif. On accompagnera, on renforcera notre soldat, mais on n'utilisera jamais des méthodes invasives. La santé, le new space, la robotique, l'énergie, la cyberdéfense et la maintenance. Donc 9 thématiques complètement duales, ce qui explique là aussi cette notion d'innovation ouverte et d'aller rechercher donc des solutions à l'extérieur. Et puis au-delà de ces 9 thématiques identifiées sur lesquelles en fait on va à la chasse à des solutions, on sait ce qu'on cherche, il faut aussi qu'on soit réceptif à des projets en dehors de ces thématiques. En gros, ne pas rater l'idée, le projet du siècle, je vais le dire très, très clairement, qui ne serait pas dans une de ces thématiques. C'est pour ça que nous avons mis en place un guichet unique, qui est un portail ouvert à tous, dont vous avez là aussi le lien, un portail ouvert à tous pour déposer des projets non sollicités. Projets que nous allons instruire rapidement. Nous avons fait évoluer nos méthodes. Quand on dépose un projet sur le guichet unique, c'est un document de 5-6 pages, ce n'est pas un dossier de plusieurs dizaines de pages, c'est un document de 5-6 pages qui nous permet d'avoir une première prise de contact pour vérifier l'intérêt défense potentiel du projet, éventuellement mettre en relation le porteur de l'idée avec une entité du ministère pour raffiner l'utilisation potentielle avant de déposer un projet mûri et maturé. Ce guichet unique permet également une simple mise en relation avec l'agence quand on n'a pas forcément une idée de projet mais qu'on veut mieux connaître les méthodes de travail de l'agence.
Donc vous le voyez, sur la base de cette méthode d'innovation ouverte, un salon comme Viva Technologies est parfaitement adapté pour répondre à notre stratégie, à notre politique d'innovation de défense. Il va nous permettre de présenter justement ce que l'on cherche, il va nous permettre de détecter des acteurs potentiels, il va nous permettre également d'illustrer nos méthodes de travail par des projets sur notre stand, à la fois dans le but d'illustration, comme je viens de le dire, mais également dans un but de valorisation de l'innovation, valorisation des innovateurs. Cette méthode, nous l'utilisons bien sûr à Vivatech, mais c'est quelque chose que nous reproduisons sur de nombreux événements tout au cours de l'année. En même temps que Vivatech, et même actuellement, nous sommes aux 24 heures du Mans, accompagnés de plusieurs entités du ministère. Nous serons bien sûr au stand du ministère des Armées au Bourget. Il y aura un stand d'innovation lors du 14 juillet au sein de l'Hôtel National des Invalides. Et puis, en toute fin d'année, et comme tous les 2 ans, il y aura un événement majeur pour nous qui est le Forum Innovation Défense, qui se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles du 23 au 25 novembre, sur 3 jours, avec une dimension beaucoup plus grande, puisque nous valoriserons plus d'une centaine de projets. Nous permettrons à des acteurs de se présenter, de pitcher. Il y aura la possibilité de faire des mises en relation, il y aura des tables rondes, il y aura des événements majeurs. Et donc, je vous y donne d'ores et déjà, rendez-vous. Je vais passer à quelques illustrations de ce que vous pourrez voir à Vivatech sur la partie innovation du stand du ministère. Donc, par exemple, un projet Bang qui est une solution de protection intelligente, à la fois pour protéger donc, le soldat des niveaux sonores, mais intelligente dans le sens où elle permet, tout en protégeant, de continuer à communiquer et également de continuer à être sensible à son environnement. Donc, vous voyez, on est en plein dans les thématiques santé et supériorité opérationnelle, sur la base de solutions issues du civil, que ce soit au niveau de la technologie de protection et de la technologie de communication. Cet équipement a été expérimenté aussi bien par la Marine nationale sur le porte-avions Charles de Gaulle en 2022 que par l'armée de terre au sein de la STAT en 2022 également. Un autre exemple, Proteus, un drone plus qu'un drone, une meute de drones en fait. En fait, c'est des petits drones sur lesquels sont implantées une antenne ultra basse fréquence et nous les utilisons en meute de plusieurs dizaines de drones pour en fait réaliser un sonar déporté. Donc là aussi, sur la base de technologie civile du drone, et grâce à une innovation sur la gestion intelligente de la meute de drones, puisqu'en fait, tout l'objet, c'est de garder, d'être capable de maîtriser l'écart entre nos différents drones porteurs d'antennes pour faire une antenne maillée d'une dimension de plusieurs centaines de mètres, et donc avoir un sonar délocalisable et discret. Alors ça, c'est également quelque chose qui a été expérimenté sur une échelle de 100 mètres par 500 mètres en 2022, et il y aura une nouvelle expérimentation au 3e trimestre de cette année, avec l'ajout au-delà de ces drones, d'une capacité de transmission des données. Donc, il y aura une deuxième plateforme sur laquelle les drones récepteurs vont pouvoir aller se docker, s'arrimer, pour transmettre les informations reçues et gagner en réactivité. Donc là, on est complètement dans la thématique des systèmes autonomes et de la supériorité informationnelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Un autre exemple, dans le domaine santé et robotique, une prothèse de jambe mécatronique. Donc on est complètement dans la bionique. En fait, c'est une prothèse qui reproduit complètement le mouvement humain et naturel genou, cheville, pied. Pour information, un premier exemplaire de cette prothèse existe et a été commercialisé en 2022. Nous faisons des travaux supplémentaires pour améliorer son rendu naturel et diminuer sa consommation en énergie pour gagner en autonomie. Et avec donc des capteurs supplémentaires et de l'intelligence artificielle. Donc là, on est complètement dans la thématique robotique et santé. L'exemple suivant, RSM, pour Robotics, j'ai oublié le S, Minesweeper. Donc c'est un robot qui contribue à la détection de mines enfouies. Donc en fait, c'est une alliance d'un robot porteur, d'un radar de pénétration de sol et de traitements à base d'intelligence artificielle qui vont permettre de détecter des présences de mines potentielles. Donc c'est quelque chose là aussi qui a été expérimenté et sur lequel le cas d'usage confirmé est la contribution à la dépollution d'une zone post-combat pour la rendre à la population. Donc ça permet complètement d'identifier les zones sur lesquelles les démineurs vont devoir ensuite intervenir et améliorer notablement le niveau de sécurité. Donc là encore, robotique, intelligence artificielle à la base de cette innovation. Le projet suivant que vous pourrez voir, je vais changer de domaine, une mini-caméra en fait infrarouge. L'innovation là réside dans deux choses, la performance que l'on va atteindre.
qu'on estime, on estime un gain de l'ordre de grandeur de 10 fois la précision sur cette caméra par rapport à l'existant. La miniaturisation, c'est une caméra qui représente 19 mm sur 19 mm et un poids de moins de 20 grammes, ce qui permet d'envisager donc son intégration sur des drones ultra légers et donc un potentiel de cas d'usage qui se développe et qui explose. Le dernier point important sur cette innovation, c'est que c'est quelque chose qui est complètement souverain, complètement français. Tous les composants sont fabriqués en France. L'exemple suivant, Diplomatics, est une solution de lutte anti-drone qui exploite le signal acoustique. Il s'agit de détecter les drones par leur signature sonore. Là, l'innovation va résider à la fois sur les capteurs, un ensemble de micros qui vont permettre de protéger une zone, et des traitements à base d'intelligence artificielle pour, dans un premier temps, détecter la nature du son, et même dans un deuxième temps, la caractériser, être capable de dire de quel type de drone il s'agit. Nous avons fait une première expérimentation avec 15 heures d'enregistrement. Les premiers résultats sont absolument satisfaisants, avec un pourcentage de détection d'un peu plus de 95% des drones sont détectés. Et la reconnaissance, donc la caractérisation du modèle de drone, est légèrement supérieure à 85%. Donc nous continuons à travailler sur l'amélioration de l'algorithmie, en continuant les enregistrements, en continuant à rajouter des modèles de drones pour améliorer ses performances de détection et de caractérisation, mais c'est nul doute que c'est des solutions que vous verrez émerger bientôt sur le théâtre. Enfin, le dernier projet que je voulais présenter pour illustrer, je vais passer dans le domaine du New Space pour avoir été un peu pré-exhaustif dans les 9 thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure, le projet ExoOps, qui est un projet pour le commandement de l'espace, où nous avons utilisé un système d'information que la société Exotrail avait développé pour des usages civils dans le domaine du New Space, qui était le contrôle de satellites et la tenue de situation. Et après discussion avec le commandement de l'espace, nous avons ajouté des fonctionnalités dont le commandement de l'espace avait besoin en termes de tenue de situation spatiale et également pour préparer ses opérateurs au futur de ses capacités, c'est-à-dire à l'arrivée de satellites qu'on va pouvoir commander dans l'espace. Donc la propulsion d'objets dans l'espace. Et donc cet outil permet de simuler les actions qu'auront à faire les opérateurs du commandement de l'espace pour commander des objets dans l'espace. Voilà, avec 7 projets, l'illustration du type de solutions qu'on peut chercher. Ils seront présents physiquement sur le terrain. Et on peut voir que je n'ai jamais parlé des délais, mais à chaque fois, c'est des choses qui sont faites en 12, 24 mois, dans 36 mois dans le pire des cas. Donc une vraie accélération et des solutions qui vont finir dans les mains des utilisateurs. Et pour d'autres exemples, d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous allons mettre en fin de matinée sur le site de l'Agence d'Innovation de Défense à disposition le rapport d'activité 2022 de l'Agence, sur lequel d'autres exemples de produits d'innovation, de projets d'innovation de toute nature, projets de recherche, projets temps long, projets d'innovation participative interne au ministère et projets d'accélération d'innovation, donc innovation ouverte, seront également décrits. Je vous remercie et je suis bien sûr disponible pour les questions. Avez-vous des questions ? Merci pour votre présentation. Une question sur le volet projet d'innovation non sollicité, donc votre guichet unique. Depuis quand ça existe et combien de projets de ce type vous avez reçus? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou deux concrets et son aboutissement finalement? Merci. Alors ça existe depuis 2019. En fait, c'est une des premières choses qu'on avait mis en œuvre en réfléchissant à la stratégie à mettre en place pour favoriser donc justement le recueil de solutions venues du monde civil. Et en fait, on l'a fait évoluer l'an dernier, depuis le 1er avril dernier, on l'a fait évoluer vers la méthodologie que je vous ai décrite d'un projet simplifié pour engager une première discussion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce guichet unique était victime de son succès. On recevait plus de 30 projets par mois, mais des projets complets à l'époque, en 2019, c'est-à-dire c'était des dossiers de 50-60 pages, et on s'est aperçu qu'on n'était pas capable de les instruire dans un délai raisonnable pour ce type d'entreprise. Souvent, les startups ont besoin d'une réactivité importante, et on avait mis en place des indicateurs qui nous montraient qu'en moyenne, on instruisait un dossier en 176 jours, ce qui était beaucoup trop long. Donc on a complètement revu la méthode en demandant justement, on a identifié les raisons principales pour lesquelles, à la fin, il y avait des rejets de projets. Et en fait, c'est le fameux dossier qu'on dépose de 5-6 pages aujourd'hui répond à ces questions principales. Et dès qu'on dépose un projet, le porteur de projet prend rendez-vous
avec l'agence. C'est lui qui maîtrise le calendrier, c'est lui qui fixe la date de rendez-vous. Sa seule contrainte, c'est qu'il n'a pas le droit de le prendre dans les 15 jours qui suivent son dépôt de projet. Il faut nous laisser le temps de regarder le dossier et de convoquer les bonnes personnes. Et après, donc, il y a ce premier échange qui permet justement de détecter les points. Alors, soit on peut lui dire directement non, c'est pas intéressant pour la défense, mais dans ce cas-là, il a la réponse quasiment 15 jours après. Soit on détecte les points qu'il faut qu'il travaille pour déposer un projet plus mature. Et donc, derrière, les chances de succès sont beaucoup plus importantes. On a, en moyenne, on est passé, grâce à ce filtre, à l'instruction d'une centaine de projets par an, maintenant, au lieu des 30 par mois. Et on labellise à la fin, donc on soutient entre 15 et 20 projets de cette nature. Juste pour compléter ma question, est-ce que c'est par ce biais également que les militaires vous font part de leurs suggestions, ou alors vous avez un autre canal? Alors nous avons un autre canal, même si on les réinscrit après, au niveau du système information, on les réinscrit derrière. Mais donc les projets internes au ministère, c'est ce qu'on appelle l'innovation participative. Et donc il y a un autre canal, il y a une cellule spécifique à l'agence qui s'appelle la cellule innovation participative et qui est le point de contact des porteurs d'innovation interne. J'ajoute que cette cellule d'innovation participative se déplace régulièrement dans les différentes entités, dans toutes les régions de France et même en Outre-mer, pour expliquer cette méthodologie. C'est ce qu'on appelle, l'IPETour. Et donc, tous les ans, on fait plusieurs déplacements pour communiquer les méthodes de travail et expliquer aux porteurs internes les erreurs à ne pas commettre, les accompagner dans la protection de leur idée le plus tôt possible, et ensuite les soutenir financièrement et par la mise en relation avec des acheteurs pour construire leur projet. Oui, bonjour, Donovan Reynald de la NHK. Je voulais revenir sur les deux éléments, le Proteus et le RSM. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première fois qu'ils sont exposés, présentés au grand public? Et est-ce qu'ils sont déjà utilisés sur le terrain, ou est-ce qu'on parle de prototypes? Est-ce qu'ils sont en phase de test? Et est-ce que, comme ce sont des éléments qui sont majoritairement issus de l'innovation française, est-ce qu'ils sont destinés exclusivement à l'armée française? Ou est-ce qu'ils peuvent être aussi, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils peuvent être présentés à d'autres nations? Merci. Alors, pour répondre très clairement à votre question, donc RSM est en expérimentation, mais donc les expérimentations sont terminées, donc les cas d'utilisation potentiels ont été identifiés. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas exportable, puisque c'est des solutions, je dirais, qui sont au bénéfice. Enfin, il n'y a pas de notion de souveraineté, c'est vraiment protection du soldat. Donc, je pense que beaucoup de pays alliés pourraient utiliser ce type de produit. Le deuxième, Proteus, alors oui, et c'est un projet qui a déjà été présenté. Non, RSM a été... Il est en ce moment présenté au 24 heures du Mans. Proteus, lui, a été présenté à Euronaval à l'automne dernier, de manière unitaire, et depuis, nous avons fait ces essais complets avec un réseau 100 mètres par 500 mètres. Voilà. Et il y a la poursuite de l'expérimentation au 3e trimestre de cette année. Et là aussi, c'est une technologie qui pourrait être exportable, mais sur un cercle plus restreint. Y a-t-il d'autres questions en salle ou en audio? Non. Ben, je vous remercie. Et nous allons passer au point sur les opérations en cours. Colonel. Merci, Madame la Directrice. On va commencer dans le nord de l'Europe pour un tour des opérations, et il commence par un exercice, un entraînement opérationnel, Arctic Challenge Exercise, dont nous avions parlé la semaine dernière et qui se déroule du 29 mai au 11 juin, organisé conjointement par la Suède, la Finlande et la Norvège, et qui regroupe au total 14 nations. Cet entraînement permet de développer l'interopérabilité entre chasseurs alliés et partenaires, avec un très grand nombre d'aéronefs, et dans des scénarios d'engagement de haute intensité notamment. Durant la première partie de cet exercice, dans un scénario évidemment fictif, le détachement français, composé par 250 aviateurs, 5 Mirage 2000D, 5 Mirage 2000-5 et un NAWACS français, un E3F,
ainsi que 90 marins et 6 rafales marines de la Marine nationale, alors, tout ce détachement en fait, a endossé le rôle de l'équipe hostile dans le scénario. En outre, des vols appelés Main Wave ont été réalisés au-dessus de l'espace aérien de la Suède, et ils ont rassemblé jusqu'à 100 aéronefs en vol dans l'espace aérien de l'exercice. Pour finir, des vols appelés Shadow Wave ont engagé une dizaine d'aéronefs au-dessus de l'espace aérien finlandais. Ces vols d'entraînement étaient menés sous différents angles, différents thèmes, l'attaque au sol ou de la défense aérienne, permettant de travailler conjointement des procédures et de renforcer ainsi l'interopérabilité entre les nations alliées et partenaires. Pour illustration, lors de cette première semaine d'exercice, les Mirage 2000D ont comptabilisé 53 sorties, les Mirage 2000-5, 52, et les Rafales marines, 54, et le 3F, 5. En Moldavie, next, merci. Dans le cadre du sommet de la communauté politique européenne, les dirigeants d'une quarantaine de pays européens se sont réunis pour la deuxième fois sous ce format le 1er juin, jeudi dernier donc, à Chisinau. À la demande des autorités de ce pays, la France a participé au travers d'un exercice moldave qui s'appelait Air Bastion 23 à la sécurisation du sommet. Et ce dispositif, cette architecture comprenait un dispositif aérien en vol et une composante terrestre. Le dispositif aérien a pris la forme d'une mission aérienne composée de 2 Mirage 2000-5 et d'un avion ravitailleur MRTT Phoenix, qui a permis aux chasseurs de l'armée de l'air et de l'espace de se maintenir en alerte face à toute potentielle incursion non identifiée dans l'espace aérien moldave. Le second dispositif était déployé autour du sommet à Chisinau et composé d'une batterie de tir solaire très courte portée, ainsi qu'un dispositif de lutte anti-drone avec des fusils de brouillage. Ce dispositif au sol était mixte un groupement mixte entre l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace. Et ce dispositif était intégré avec les partenaires moldaves, illustrant ainsi l'interopérabilité de leurs moyens. La participation à la sécurisation aérienne de grands événements est une mission que les armées françaises conduisent régulièrement sur le territoire national ou à la demande de partenaires. Et par ailleurs, ce déploiement a illustré la volonté de coopération bilatérale franco-moldave, ainsi que la fiabilité et la crédibilité reconnue des armées françaises. En mer Baltique, du 4 au 16 juin se déroule l'exercice historique de l'OTAN Baltops 2023. Il réunit plus de 6000 marins de 19 nations OTAN et d'une nation partenaire, la Suède en l'occurrence. Ils sont répartis sur une cinquantaine d'unités de surface, du chasseur de mines au bâtiment de combat de premier rang, ainsi que 45 aéronefs de chasse et de patrouille maritime et un sous-marin. Cette activité opérationnelle a pour objectif, c'est une activité opérationnelle majeure, a pour objectif de rappeler l'attachement au principe de liberté de navigation dans les eaux internationales, tout en entretenant l'interopérabilité, là encore, des nations de l'OTAN avec leurs partenaires dans un champ qui est caractérisé par la multilutte. La France contribue à cet exercice majeur avec la participation des chasseurs de mines tripartites, CMT, Pégase et Sagittaire, le bâtiment de commandement et de ravitaillement, le BCR Somme, le patrouilleur de haute mer, PHM Commandant Blaison, et la frégate multimission, la FREM Auvergne. En Atlantique, une mission d'opération, dans le cadre d'opération de maîtrise des fonds marins, qui s'appelle la mission Calliope, du 22 mai au 5 juin, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Bessam-Garonne, ainsi qu'un détachement de maîtrise des fonds marins, ont mis en œuvre un drone sous-marin, qu'on appelle le Hugin Superior, capable d'opérer jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Grâce à cette opération, la Marine nationale continue de développer son expertise dans ce domaine d'intérêt stratégique, avec une stratégie ministérielle en l'occurrence en la matière, et démontre sa capacité à surveiller les grands fonds, les infrastructures sensibles par exemple, et les câbles qui s'y trouvent. Sur le flanc est et dans les airs,
Les missions aériennes au profit de l'OTAN, qui s'appelle Air Shielding, depuis le début de la guerre en Ukraine, les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace continuent d'assurer leur mission de surveillance et de défense aérienne dans ce cadre, donc dans ce cadre Air Shielding. Et depuis le 30 mai, donc ces missions peuvent s'opérer depuis la France notamment, mais depuis le 30 mai, un avion C-135 est déployé sur la base aérienne de Zagreb en Croatie. Il est placé sous le commandement de l'OTAN et il participe aux missions de ravitaillement en vol des avions de chasse engagés dans la surveillance du flanc est de l'OTAN. Par exemple, cette première semaine de déploiement, 2 missions opérationnelles de ce ravitailleur, de ce Boeing ravitailleur, ont été effectuées. Le 1er juin au profit de 2 Eurofighters allemands au-dessus de la Pologne, et le 5 juin au profit de 6 avions de chasse F-18 espagnols au-dessus de la Roumanie. En Roumanie, justement, un exercice majeur de franchissement que nous vous avions annoncé la semaine dernière, du 28 mai au 9 juin. Cet exercice s'appelle Saber Guardian, et en Roumanie, c'est un exercice américain qui s'inscrit plus largement dans le cadre de Defender Europe, qui regroupe plusieurs milliers de militaires de nations de l'Alliance et qui démontre le haut niveau de préparation opérationnelle des forces sur le flanc est de l'OTAN. En Roumanie, c'est un pays qui est traversé par le Danube sur plus de 1000 km. Les points de franchissement du fleuve ne sont pas illimités et présentent donc un intérêt tactique et stratégique central. Près de la ville de Bordouzani, l'exercice Saber Guardian a donc pour objectif de travailler une phase de franchissement combinant l'action des unités de combat terrestres et héliportées, des moyens du génie et un fort engagement de l'artillerie en soutien dans le cadre d'une manœuvre offensive visant à s'emparer d'une tête de pont et relancer l'attaque sur l'autre rive. À ce titre, les chars Leclerc déployés en Roumanie ont pu franchir le Danube à l'aide de péniches de débarquement fluvial. Au Proche et Moyen-Orient, des activités de coopération dans le cadre des forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, et plus particulièrement la mission du groupe de guerre de mines 2023 à Abu Dhabi du 1er février au 11 juin. Le détachement de plongeurs des mineurs ainsi qu'une délégation du 5e régiment de cuirassiers conduisent depuis le 25 mai 2 semaines de coopération au Koweït. Projeté depuis la base aérienne d'Al-Dafra par un avion de transport C-130 des forces aériennes koweïti, le détachement a mené lors de cette première semaine des actions d'entraînement exigeantes conjointement avec l'unité de plongeurs des mineurs koweïtiens. À bord d'un chaland de débarquement koweïtien, les équipes ont pu mener plusieurs séquences mêlant plongée de reconnaissance de la structure et une intervention sur le drone explosif. Alors un autre cadre, qui est le cadre de l'opération de l'Union européenne Atalante, après la saisie de stupéfiants effectuée le 26 mai 2023, la frégate de type Lafayette Surcouf est passée maintenant en soutien direct d'Agénor à compter du 28 mai, dans le cadre donc de l'appréciation de situation dans le détroit d'Ormuz, et paraît à effectuer plusieurs accompagnements de navires civils dans la région du détroit d'Ormuz. En Indo-Pacifique, nous suivons et nous continuons de suivre la circumnavigation du groupe Jeanne d'Arc, du 1er au 3 juin. Donc ce groupe qui est constitué du PHA d'Ixmude, du porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude et de la frégate Lafayette, sont intervenus dans la ZEE, dans la zone économique exclusive de l'atoll de Clipperton. La frégate Lafayette a effectué des missions de surveillance maritime et de police des pêches à l'aide de l'hélicoptère Dauphin qui est déployé depuis le PHA. Par ailleurs, une équipe d'intervention sur l'île, à l'aide de ses embarcations légères, a débarqué donc pour réaliser des actions de dépollution et de déminage. Les plongeurs des mineurs ont détruit près de 180 obus datant de la Seconde Guerre mondiale, et l'intervention du groupe Jeanne d'Arc sur l'île et dans la ZEE de Clipperton vient réaffirmer l'engagement de la France pour ces territoires protégés et la préservation des ressources halieutiques en Outre-mer. En Guyane,
Voilà. Dans le cadre de l'opération interministérielle de lutte contre l'orpaillage illégal, du 18 au 30 mai, une cinquantaine de militaires des forces armées en Guyane a été déployée en appui des forces de sécurité intérieure avec des renforts de la douane. L'objectif était de perturber les flux logistiques terrestres et fluviaux qui servent de point de départ au ravitaillement de l'orpaillage illégal sur le fleuve Mana dans l'ouest guyanais. Le bilan global des saisies de l'opération Sombrigna représente une valeur de 300 000 €, autant de marchandises qui n'alimenteront pas les réseaux de l'orpaillage illégal. J'ai terminé ce tour hebdomadaire des opérations et je suis prêt à répondre à vos questions. Madame Benoît. Merci, colonel. J'ai 2 questions sur l'Ukraine. Je voulais savoir, ça fait longtemps que vous ne nous avez pas fait de point sur l'appréciation de situation sur le terrain ukrainien. Or, les choses semblent bouger. Est-ce que vous pouvez au moins commenter les événements des derniers jours, des dernières semaines, nous donner un peu la tendance que vous voyez sur cette fameuse contre-offensive qu'on attend ou qui peut être en train de se dérouler via des reconnaissances offensives. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Deuxième question, je crois comprendre que le plan de réorganisation des effectifs prépositionnés en Afrique de l'Ouest et plus généralement en Afrique est prêt. Je voulais savoir quand est-ce que vous aviez l'intention de communiquer là-dessus pour nous expliquer en quoi le nouveau dispositif consiste et combien de PAX sont encore déployés à l'avenir dans ce dispositif. Merci. Je vais commencer par la deuxième question. La réarticulation d'une part et puis la définition de la physionomie de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest notamment, fait toujours l'objet de travaux. On avance sur la question. Les partenaires notamment sont associés. C'est pour ça qu'on ne conclut pas pour l'instant sur un format définitif et on attend bien la fin de ce dialogue. C'est quelque chose aussi qui s'effectue pas seulement sur le volet militaire, mais bien dans une stratégie globale de la présence et du partenariat de la France avec les pays africains et qui relève du niveau politique. Donc on converge vers des solutions, effectivement, mais qui sont toujours en travail avec les partenaires. Donc je n'ai pas beaucoup plus de dénouement à vous apporter sur la question à ce stade. Sur la partie de l'appréciation de la guerre qui se déroule en Ukraine, on pourra vous faire un décryptage, effectivement, puisque vous le souhaitez. Là, nous assistons effectivement à, d'une part, vous avez pu voir une cristallisation autour de Bakhmout des derniers mois et une annonce d'une contre-offensive ukrainienne dont nous attendons la matérialisation. Avez-vous d'autres questions, en salle ou en audio? S'il n'y a plus de questions, je vous remercie, colonel, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.